L'affaire contre l'homme accusé d'avoir tué le PDG de United Healthcare, Brian Thompson, vient peut-être de prendre une tournure étrange. Les autorités fédérales affirment que quelqu'un aurait tenté de faire sortir Luigi Mangione de prison, selon une nouvelle plainte pénale. Un homme serait entré dans une prison fédérale de Brooklyn, prétendant être un agent du FBI et possédant des documents signés d'un juge pour libérer un détenu. On pense maintenant que c'est Mangione. S'il est coupable, comment pensait-il que cela marcherait? Était-il sur le point de réussir? Et quelles conséquences pour l'affaire Mangione? Analyse avec un consultant pénitentiaire expert du système. Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime, je suis Jesse Weber. Le meurtre présumé ciblé de style exécution du PDG de United Healthcare, Brian Thompson, dans une rue du centre de Manhattan, était déjà un crime choquant. Un des crimes les plus choquants récemment couverts, le suspect Luigi Mangione a été arrêté 5 jours après et reste détenu en attendant 2 procès au niveau de l'État et fédéral. Mais nous venons d'apprendre ce qui semble être un autre moment étrange dans cette saga. Impossible d'affirmer que c'est lié à Mangione, mais en croisant certains éléments, on peut raisonnablement le supposer. Les autorités fédérales confirment qu'un homme du Minnesota s'est rendu à la prison fédérale de Brooklyn où Mangione est détenu. Il a tenté de se faire passer pour un agent du FBI. Apparemment, il a affirmé qu'il avait une ordonnance d'un juge pour libérer un détenu en particulier, et les forces de l'ordre, si on lit entre les lignes, pourraient dire que ce détenu était Mangione. Quand les gardiens ont demandé ses papiers, il a montré un permis de conduire du Minnesota, trouvé dans son sac fouillé par les autorités. Aucun document officiel, juste une fourchette à barbecue et une roulette à pizza. Si tout cela est vrai, comment pensait-il que ça marcherait? Qu'en est-il de la sécurité? S'est-il vraiment approché? Quel était le plan? Et que va-t-il arriver à Mangione? Doit-il retourner au tribunal demain? Nous allons décortiquer cette nouvelle plainte pénale stupéfiante, ligne par ligne. Nous allons également parler avec le consultant pénitentiaire Justin Perperny, qui connaît ce système sur le bout des doigts, pour comprendre comment une tentative comme celle-ci peut même se produire. Mais pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, voici un très bref résumé de l'affaire au cœur de tout cela. Luigi Mangione est accusé d'avoir tué le PDG de United Healthcare, Brian Thompson, devant un hôtel à Manhattan en décembre 2024. Les autorités affirment qu'il s'agissait d'une attaque ciblée et planifiée. Mangione a été arrêté quelques jours plus tard en Pennsylvanie. Il est détenu sans possibilité de libération sous caution depuis lors. Et souvenez-vous, il fait face non pas à un, mais à 2 grands procès. L'un devant un tribunal d'État pour meurtre, et l'autre devant un tribunal fédéral dans le district sud de New York, où les procureurs cherchent à obtenir la peine de mort, ou du moins... Et c'est une affaire à forts enjeux et très médiatisée que nous suivons de près. C'est ce qui rend ce développement stupéfiant. Alors que Mangione est détenu au centre de détention fédéral métropolitain de Brooklyn, en attendant sa comparution demain, les autorités affirment qu'une tentative audacieuse aurait été faite pour le faire sortir. Pour être clair, la plainte fédérale évoquée ne cite pas Luigi Mangione. Le détenu y est simplement désigné comme un détenu spécifique en garde à vue. Mais une source policière impliquée a confirmé à plusieurs médias que le détenu était Luigi Mangione. Parlons-en, d'accord. Et pour nous aider à tout analyser, nous recevons le consultant pénitentiaire et ami de l'émission Justin Properny. Justin, merci beaucoup d'être avec nous. C'est une information de dernière minute, nous t'avons fait venir très rapidement. As-tu déjà entendu parler de quelque chose comme ça? Je veux dire, on dirait un scénario de film. Mais je me demande quand même à quel point il est facile pour quelqu'un de se faire passer pour un agent, pour un membre des forces de l'ordre, de dire les bonnes choses et de faire sortir quelqu'un de prison. La première partie est correcte, c'est typiquement exagéré à la télévision. Cela a marché dans Arrête-moi si tu peux, où Leonardo jouait Franck Abagnale, pilote d'avion. C'était il y a longtemps. Mais les gens voient à la télé quelqu'un entrer en prison, faire un discours dramatique et libérer quelqu'un. Ils sont dans le déni et en crise, on cherche un sens. Si on est fan de quelqu'un, on le voit comme un héros. Il est donc très simple d'endosser le rôle et le costume. Quand une prison est habituée à la tromperie et qu'il existe un protocole pour libérer quelqu'un en 17 secondes, ils comprennent qu'ils ont affaire à une personne instable. Ils ont eu raison de vérifier s'il avait des armes, il en avait et ils l'ont arrêté. Il est facile de s'habiller pour le rôle, mais presque impossible de l'assumer. Pouvez-vous développer là-dessus, quel est le protocole en place?
S'il devait y avoir une libération qui ne serait pas annoncée dans les médias, n'est-ce pas? Aucun appel ni requête en habeas corpus n'a abouti à une annulation de la condamnation. Ils doivent être immédiatement libérés s'il y avait une autre raison pour qu'un agent intervienne et fasse sortir quelqu'un en vertu d'une ordonnance du tribunal. Dans quel délai une prison ou un centre de détention est-il informé et quel est le protocole selon vous? Donc il y a une chance que la prison l'apprenne la veille. C'est déjà arrivé à des personnes dans notre communauté. Un responsable vous informe. Vous sortez demain, vous serez libéré ou transféré. Cependant, le processus peut durer des semaines ou des mois. Un acte est envoyé à un juge, le juge le signe, il est transmis au marshal, il se coordonne avec le Bureau fédéral des prisons, le Bureau des prisons informe le directeur de la prison. Il y a des formalités administratives tout au long du processus, il y a des contrôles et des équilibres. Même lorsque je me suis rendu dans un camp de sécurité minimale il y a longtemps, j'ai eu affaire à 9 personnes différentes. On m'a demandé 9 fois mon nom, mon numéro du bureau des prisons, et j'allais dans un camp. Ils suivent un processus, ce qui leur a permis de savoir en 6 secondes que ce n'était pas légitime. Ils ont eu raison de veiller à ce qu'ils ne nuisent à personne ni à lui-même. Est-il possible qu'ils se soient fait avoir, qu'ils aient été trompés? Pas forcément par lui, mais je dois rester honnête sur ce point. Les documents du tribunal n'affirment pas qu'il voulait libérer Mangione, mais d'autres circonstances le suggèrent. Supposons cela un instant, étant donné la grande notoriété de cette affaire, étant donné le fait qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent Mangione, qui sont dans son camp, il y a énormément d'argent qui est collecté. Je dois dire que je ne suis pas surpris que cela soit arrivé. Je me demande même si ce sera la dernière fois que nous verrons quelque chose comme ça. Mais aurait-il pu y avoir une situation où, si quelqu'un avait les bons documents, disait les bonnes choses, était un très bon escroc? Soyons clairs, cette personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Le système est-il infaillible? Aurait-il pu s'évader? Et après? Je ne pense pas qu'il y ait de scénario possible, à moins que ce ne soit un coup monté de l'intérieur, à moins que cette personne ne coordonne avec quelqu'un qui travaille à l'intérieur de l'établissement pour permettre et faciliter cela. Et encore une fois, c'est tout droit sorti de la télévision aussi. Donc, étant donné les problèmes au MDC au fil des années, en commençant par Epstein et les accusations selon lesquelles ces gardiens ne faisaient pas correctement leur travail, cela a augmenté le niveau d'alerte. Époque. 1 million à l'intérieur de cette prison, surtout quand il y a autant de détenus très médiatisés qui entrent et sortent de là. Donc, dans aucun monde il n'aurait pu réussir. Et parfois, comme lorsque cette personne traverse clairement une crise, si c'est vrai, et parfois lorsqu'on traverse une crise, la dernière chose que vous voulez faire, c'est avancer lentement et délibérément pour améliorer votre vie. Au contraire, vous prenez des décisions rapides et irréfléchies. Ainsi, 10 ou 30 minutes de sa vie pourraient entraîner une longue peine de prison fédérale. J'aurais voulu qu'il y pense, et si c'est vrai, j'espère qu'il recevra l'aide dont il a besoin. Parce que, s'il en avait parlé avec quelqu'un de rationnel, on lui aurait dit « Mec, arrête tout de suite, s'il te plaît, tu n'auras jamais de succès comme ça. » Le procès n'a pas encore commencé. Cela vous inquiète-t-il pour la suite, à mesure que l'affaire avance? Quelles que soient les mesures de sécurité, que ce soit dans une prison, dans un centre de détention ou au tribunal. Je n'ai jamais vu une affaire comme celle-ci de toute ma vie. Oui, c'est comme Batman, vous voyez. Certains essaient de libérer le Joker, avec tout le respect. Ce n'est pas normal. Plus il reste détenu, certains le voient comme un héros et veulent l'aider, estimant la situation injuste. Selon eux, il devrait être libre avec un bracelet électronique. Nous avons réuni assez d'argent pour la caution, il devrait être dans la communauté. D'autres personnes accusées de crimes similaires le sont. Ainsi, plus ce récit s'installe, plus les gens veulent l'aider. Donc, vous pouvez vous attendre, lorsque le procès commencera, à ce qu'il y ait des centaines, voire des milliers de personnes devant le tribunal. Plus nous approchons du verdict, plus la situation empirera. Dans les affaires fédérales, il n'y aura pas de caméra dans la salle d'audience. J'aimerais qu'il y en ait, car vous pourriez voir une transparence totale dans ce qui est dit des deux côtés. Et quand vous ne pouvez pas l'entendre, vous l'entendez par d'autres personnes. Et ensuite, ce récit va se figer et continuer. Attendez-vous à une intensification à l'approche du procès. Je souhaite examiner cette plainte pénale ligne par ligne, car je pense que c'est essentiel. C'est le document où l'agent décrit ce qu'il dit avoir vécu. Lecture fascinante. L'histoire du gouvernement débute à un moment et lieu précis, le 28 janvier 2026, vers 18h50. Le prévenu, Mark Anderson, s'est approché de la zone d'accueil à l'intérieur du MDC et a déclaré aux membres en uniforme du Bureau fédéral des prisons, le BOP, qu'il était un agent du FBI en possession de documents signés par un juge autorisant la libération d'un détenu spécifique qui était en garde à vue au MDC. D'accord. Donc 18h50, la nuit dernière, la zone d'accueil, la porte d'entrée de la prison. Il s'approche, vous voyez? Il dit en gros, je suis un agent du FBI. Incroyable.
Les gardiens ont exigé une preuve et la plainte précise sa réponse concernant les justificatifs fédéraux. Le prévenu, Mark Anderson, a montré son permis de conduire du Minnesota aux agents du BOP, puis a affirmé être en possession d'armes. D'accord? Anderson a également montré et lancé aux agents du BOP de nombreux documents. J'ai examiné ces documents et ils semblent être liés au dépôt de réclamation contre le département de la justice des États-Unis. Justin, il y a un moment où il entre avec une telle autorité. Mais il n'avait rien. Si les allégations sont vraies, rien ne les étaye, ce qui montre un comportement erratique. Même concernant ce détenu, il n'y avait rien. Pour moi, il a dû planifier ça en 15 secondes. Il prend une carte d'identité et il me semble que c'était une fourchette à barbecue ou similaire. Laisse-moi faire, prendre et citer cela. Mark Anderson a été détenu par des membres du BOP et un sac à dos qu'il avait en sa possession a été fouillé, révélant une grande fourchette de type barbecue et une lame ronde en acier. Que penses-tu de ce coupe pizza avec ses armes? Quel était le plan? Il n'y avait pas de plan, il ne réfléchit pas clairement. Trop de télévision. Parce que tu as un costume, une carte d'identité et une lettre d'un juge, il te relâche. C'est comme si je voulais aller à la banque cet après-midi et dire « Un juge ou quelqu'un a signé que l'hypothèque est payée, effacez-la ». Il se moquerait de moi ou m'arrêterait. Il n'a tout simplement pas réfléchi. Croire entrer avec ses armes et une lettre, c'est comme vouloir braquer Fort Knox avec une épée en plastique. Il n'y avait vraiment aucune réflexion derrière tout ça. Et maintenant, ce qu'ils vont faire, ce qu'un procureur va faire, c'est qu'ils vont passer en revue chaque infraction présumée. C'est comme falsifier des documents ou une arme, sans t'en rendre compte. Cela pourrait être une longue peine de prison. S'il est coupable et malade, je prie pour qu'il reçoive les soins nécessaires. Mais ce que nous avons vu dans le passé, et nous en avons déjà parlé, nous l'avons couvert, où un gardien peut coucher avec un détenu. Puis ça se reproduit encore et encore. Nous refusons ce type d'imitation qui pousse à relever les erreurs d'autrui pour s'en inspirer, les corriger et s'en sortir soi-même. La première en entraîne souvent une autre, ce que les autorités doivent surveiller et connaître. Maintenant, nous avons appris grâce à de nouveaux rapports qu'une audience est prévue demain dans l'affaire fédérale de Manjoni. Le juge devrait bientôt décider si l'affaire relève de la peine de mort. Le bureau du procureur de Manhattan a demandé que le procès débute le 1er juillet, affirmant être prêt. La sélection du jury fédéral est prévue le 8 septembre, tandis que le procureur américain prévoit la poursuite de l'affaire au niveau de l'État. Tout d'abord, à quel point pensez-vous que cela sera compliqué en raison de ces multiples procès, peut-être plusieurs formes de ces phases? Quel est votre avis là-dessus? Mon avis, c'est que, bien sûr, c'est très compliqué. Et s'ils poursuivent la peine de mort, c'est parce qu'ils sont convaincus à 100% qu'ils vont obtenir une condamnation pour cela. Et cela correspond au message actuel. Je pense à cette administration qui veut que les personnes commettant des crimes violents rendent des comptes devant la justice. Et dans ce cas précis, ils estiment qu'en allant jusqu'au bout, cela pourrait nécessiter la peine de mort. Donc s'ils insistent là-dessus, c'est qu'ils pensent qu'ils vont réussir. Encore une fois, cela va bouleverser pour de nombreuses raisons. C'est une affaire très complexe qui attire toujours plus d'attention. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, à l'approche du procès, ça va devenir très populaire, il va y avoir beaucoup d'attention. Penses-tu que ce type d'événement influencera cette décision ou la façon de mener les procès, voire les protocoles de sécurité? J'imagine que oui, même la façon dont il est transporté d'un endroit à l'autre. Penses-tu que cela influencera la décision dans cette affaire selon ton expérience? Zéro, rien. Je crois que le bureau du procureur américain a un but. Ils veulent qu'il soit condamné, envoyé, qu'il endure cela. Ils veulent sa mort et l'ont dit dès le départ. Je ne pense pas que rien puisse les empêcher d'atteindre leur but, le voir exécuté. Et très rapidement, La sécurité mise en place maintenant pour chaque audience, pour le procès, j'imagine. Peux-tu imaginer à quoi ressemblera la foule le premier jour de la sélection du jury ou des déclarations d'ouverture lors d'un procès? À quoi ressemblera cette scène à l'extérieur et à l'intérieur du tribunal? Es-tu au courant de protocoles supplémentaires, de ressources supplémentaires qui seraient nécessaires pour quelque chose comme ça? je l'ai vu. J'ai assisté à 1500 audiences de condamnation dans ma carrière pour soutenir des membres de la communauté des cols blancs confrontés à une audience de condamnation principalement pour un crime en col blanc. Avant cela, un membre du gang MS-13 déjà condamné, même détenu, souvent pour un crime en col blanc. Parfois, aucun marshal n'est présent lors de la condamnation, sauf si le juge veut détenir la personne. J'ai aussi vu des audiences pour crimes violents. 8 ou 9 marshals, confinement total, alerte maximale, passage par des détecteurs de métaux à l'entrée de la prison.
Vous pouvez donc vous attendre à ce que, durant tout ce cirque de procès, il n'y ait aucun doute. Merci beaucoup d'être venu, Justin Poperny, j'apprécie. Avec plaisir, merci à vous. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous sur Peacock de NBC avec des épisodes de Sidebar. Suivez-moi aussi sur X, Instagram ou regardez mon émission Jesse Weber en direct sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt.